Bonjour à tous. Alors, deux petites vidéos pour l'avant-dernier chapitre de l'année. Vous aurez le dernier chapitre plus tard, peut-être cette semaine si j'ai le temps, mais plus tard. Alors, pour le dernier chapitre, c'est un chapitre qui est croisé sur à la fois économie et sociologie, mais qui est quand même vachement plus côté économie. Donc, il s'intitule Travail, gestion et emploi, et on va faire deux petites vidéos. Une première où on va étudier un petit peu qu'est-ce que c'est que le travail, comment est-ce qu'on peut définir la façon dont on trouve un travail, toutes ces choses-là un petit peu compliquées. Et ensuite, on fera une autre vidéo, on verra une première vidéo sur le côté du marché, on fera une autre vidéo sur le côté de l'État. Voilà, plus clair comme ça. Alors, petite différence entre déjà le travail et l'emploi. Le travail, c'est quand c'est vous qui cherchez, vous cherchez un travail. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes en demande et c'est l'entreprise qui va offrir. Du point de vue de l'entreprise, quand elle a besoin d'employés, elle offre de l'emploi. Elle offre des places disponibles à prendre avec un savoir-faire. Donc c'est elle qui recherche et c'est vous qui allez, c'est l'entreprise qui est du côté de la demande, c'est vous qui êtes du côté de l'offre, c'est vous qui allez répondre ou pas à ses attentes. Donc voilà, travail-emploi c'est la même chose, c'est juste que si vous êtes côté personne qui recrute, c'est un emploi, si vous êtes côté personne qui donne son CV, c'est un travail. Voilà. Alors pour une petite chiffre sur le salaire moyen en France, le salaire moyen en France est de 2200 euros par personne et une forte inégalité entre les hommes et les femmes, puisque 2400 si vous êtes un homme, 1900 si vous êtes une femme, sachant bien sûr que plus vous êtes, on verra, plus vous avez d'ancienneté dans l'entreprise, en général plus vous êtes vieux, plus vous gagnez, plus vous avez un niveau de diplôme élevé, plus vous gagnez, et dans le cas contraire, moins vous avez d'ancienneté, moins vous avez de diplôme, moins vous allez gagner en moyenne. Mais le salaire moyen en France, il est de 2200 euros. Quand on fera la partie sur l'État, je vous donnerai le SMIC. Alors, on va ensemble définir plusieurs notions avant de s'intéresser aux différents facteurs qui vont permettre de trouver ou pas un emploi. Première chose, on va revenir sur ce que c'est que le salaire réel. Le salaire réel, alors, quand vous avez une fiche de paye, vous me ferez penser, je vous en ramènerai une à moi, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Sur votre fiche de paye, vous allez avoir ce qu'on appelle votre salaire nominal. Le salaire nominal, vous allez avoir le brut, le net. Le brut, c'est ce qui sort de la poche de l'entreprise. Le net, c'est ce qui arrive dans votre compte bancaire à vous. Donc vous verrez, quand on vous demande de négocier un salaire, si vous dites rien que l'entreprise vous verse en brut ce que vous espériez en net, vous êtes marron parce que vous perdez un tiers. En général, grosso modo, en France, la différence est d'un tiers. Si votre salaire brut il est de 2000 euros, vous allez toucher 1400 à peu près, des brouettes en net. Donc net, c'est ce qui arrive sur le compte bancaire, brut, c'est ce que verse l'entreprise. À l'intérieur de ça, donc, si votre salaire ne change jamais, si vous touchez, mettons, vous touchez toujours 1400 euros. Comme il y a l'inflation, votre salaire réel, en réalité, il diminue, puisque votre pouvoir d'achat va diminuer. Si on a, soyons fous, on a 10% d'inflation par an, au bout de 10 ans, vous avez des clopinettes, si votre salaire n'a pas évolué. Donc le salaire réel, c'est la progression de votre pouvoir d'achat, de votre salaire nominal, en tenant compte de l'inflation. Salaire réel, ça correspond grosso modo à mon pouvoir d'achat. Genre, si vous êtes un gilet jaune, vous avez des revendications, vous pouvez parler du salaire réel du gouvernement, le ministre des Finances, il va vous comprendre. Gérald Darmanin, il va être content, il va trouver des gens qui comprennent. Ensuite, le coût salarial. Le coût salarial, ça va représenter l'ensemble des dépenses. Pour une entreprise, cette fois-ci. Pour l'entreprise, le salaire, c'est un coût. Vous êtes un facteur, le facteur travail, vous avez des connaissances, un capital humain que vous mettez à disposition de l'entreprise pour contrepartie d'un salaire. On verra après, j'aurais pu commencer par le coût salarial. Le coût salarial, c'est l'ensemble des dépenses que va devoir effectuer une entreprise pour rémunérer un salarié. Il y a des coûts qui vont être des coûts directs. Le salaire brut que vous donnez, c'est un truc qui directement sort de la poche de l'entreprise pour aller un petit peu dans la poche de l'État et beaucoup dans la poche de l'employé. Vous pouvez également avoir des avantages. Alors, si on vous donne des tickets resto, c'est un coût direct. Si vous avez une voiture de fonction, si vous avez un iPhone de fonction, c'est un coût direct. L'entreprise, elle doit vous payer un téléphone, elle doit vous payer une voiture. Et ça sort de la poche de l'entreprise et ça va plus ou moins dans la vôtre. Il y a également des dépenses indirectes. Il y a des charges patronales, des charges sociales qui vont peser sur les entreprises. En plus du salaire qu'elle doit vous verser en brut, l'entreprise va devoir redonner d'autres sous à l'État. Elle va devoir donner des cotisations et des charges patronales. C'est-à-dire qu'elle va payer une taxe pour employer des personnes.
Donc d'un côté, vous payez, vous avez une partie des sous qui part en cotisation, vous payez l'employé, une partie qui part en cotisation. De l'autre côté, paf, il y a des taxes, vous payez parce que vous employez quelqu'un. Donc quand vous êtes une entreprise, les dépenses, elles sont, d'un point de vue numérique, elles ne sont pas doubles parce que ça ne correspond pas au double. Mais d'un côté, il y a de l'argent qui sort pour payer les gens. Et de l'autre côté, de payer les gens et leur offrir des avantages en nature pour les convaincre de venir travailler pour vous. Et d'autre côté, il y a de l'argent qui sort pour payer l'État. On est bon? Donc double coup. Si vous êtes une entreprise, que vous employez quelqu'un, que vous regardez que le salaire brut, bah vous allez avoir une surprise méga désagréable au début du mois prochain parce que vous allez découvrir que l'État il va aussi vous prendre des trucs comme ça que vous n'aviez pas prévu et c'est la fête si vous n'avez pas pensé à ça. Alors, pour le travail, nous qui sommes des gens à la recherche d'un travail, qui avons des connaissances, qui avons un savoir-faire, qui avons éventuellement un réseau, un carnet d'adresses, qui avons des compétences, des capacités qu'on va mettre à disposition d'une entreprise. On ne va pas faire ça gratuitement, parce que y a ce qu'on appelle en économie un coût d'opportunité. Pour moi, par exemple, si je me prends comme exemple, j'ai vous qui me proposez de vous donner des cours particuliers pour 5 € de l'heure. Je vais estimer qu'en termes de coût d'opportunité, c'est tout pourri, parce que pour 5 € de l'heure, je préfère largement aller jouer à Battlefield sur mon PC, parce que ça ne rémunère pas suffisamment la perte de mon temps libre. Quand je travaille, mon temps est divisé en 24 heures, je ne peux pas faire tout ce que je veux en une journée, le temps est limité, c'est un truc qu'on ne peut pas vraiment acheter, c'est le temps. Donc je vais choisir comment j'organise mon temps. Je vais estimer qu'il y a un certain nombre d'heures de volume horaire que je peux consacrer au travail, parce que j'ai besoin de manger, j'ai besoin de payer mon loyer, j'ai besoin d'acheter un nouveau PC, d'acheter une voiture, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Du coup, plus j'ai des besoins importants, plus je vais avoir tendance à travailler beaucoup pour pouvoir combler, répondre à mes besoins. Vous pouvez penser à Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, c'est ça, c'est le coût d'opportunité, on renonce volontairement à une partie de ses loisirs, mais en échange, on va recevoir un salaire plus important. A l'inverse, on peut faire le contraire, on peut dire non mais c'est bon, je n'ai pas besoin de pas grand chose, je vis dans une cabane sous la forêt, je n'ai pas besoin de travailler beaucoup, ça se passe très bien pour moi, aucun souci. Pour reprendre mon exemple, maintenant si on prend un coût d'opportunité où vous me donnez 50 € pour vous faire un cours d'1 heure, je vais me dire que ça me permet de m'acheter, je sais pas, Assassin's Creed. Du coup, je vais me dire ouais c'est cool, je te donne 1 heure de cours, il n'y a pas de souci, je choisis de renoncer à mon temps libre parce que je trouve que le salaire que vous me proposez est intéressant. Et en fait là, et ça va nous amener au concept de salaire d'équilibre. Il y a une loi de l'offre et de la demande. Il y a des gens qui cherchent un travail et des entreprises qui cherchent les employés. Vous vous souvenez, on a une courbe d'offre et de demande qui se croise, on a le point d'équilibre qui est à l'endroit où ça se croise. Pour Valras et l'école néoclassique dont on m'a parlé, le salaire d'équilibre, c'est le moment où le travail et l'emploi se croisent, où l'offre et la demande se croisent. C'est le moment où on trouve l'équilibre entre payer suffisamment les gens pour qu'ils acceptent de renoncer à leur temps libre, pas trop, parce que si on paye trop, c'est l'entreprise qui se fait avoir, elle risque de faire faillite, pas assez, parce que s'il n'y a pas assez, dans ce cas-là, les gens refusent de renoncer à leur temps libre en estimant qu'on ne les paye pas suffisamment. Pour Valras, du coup, le chômage, c'est une question d'ajustement. Il y a du chômage, c'est un fait, mais pour Valras, à condition de ne pas avoir d'intervention de l'État, de ne pas mettre des revenus minimums, de ne pas mettre des législations sur l'assistance au chômage, des choses comme ça. D'un point de vue économique, le chômage se régule tout seul, parce qu'au bout d'un moment, soit les gens qui n'ont pas de minimaux sociaux, ils crèvent la faim, du coup ils acceptent de travailler pour 3 fois rien, donc du coup ils sont plus au chômage, soit pour les professions plus rares, les salaires augmentent de façon vertigineuse parce qu'il y a très peu d'employés qui savent faire un truc et qui sont en capacité de demander un salaire extraordinaire. Voilà. Donc ça, c'est le salaire d'équilibre, le chômage d'ajustement. Si les salaires sont flexibles, alors dans ce cas-là, naturellement, le chômage va se résorber en trouvant tout seul son point d'équilibre. On est bon ? Ouais, c'est con de dire ça. Alors, en réalité, on a une asymétrie d'information. C'est-à-dire que quand vous allez passer votre premier entretien d'embauche, c'est bien beau la théorie, mais en fait, la personne qui vous fait passer votre entretien, elle va être obligée de se rattacher à des événements factuels. Elle va regarder est-ce que vous avez une bonne tête, est-ce que vous avez l'air motivé, est-ce que vous avez un diplôme, ou est-ce que vous avez fait vos études, est-ce que vous savez vous exprimer correctement, est-ce que vous portez un costume cravate ou un tailleur, est-ce que vous êtes ponctuel au rendez-vous, plein de choses comme ça pour essayer d'évaluer ce que vous allez pouvoir apporter réellement à l'entreprise. En fait, c'est un genre de jeu de dupe, un entretien d'embauche, parce que
C'est-à-dire que tout le monde ment un petit peu, quoi. L'intérêt de la personne qui passe l'entretien, clairement, c'est que se vendre et d'être embauché, parce que, bon, même si on dit jamais ça, en fait, on a tous besoin d'argent, donc on veut tous travailler pour avoir le salaire. Et la personne qui vous fait passer l'entretien, elle a besoin d'employés, mais elle va avoir du mal à choisir la personne qui va correspondre le mieux, parce qu'on va voir 15, 20 qui ont plus ou moins tous les mêmes diplômes, plus ou moins été dans des écoles qui se ressemblent, et ça va être difficile pour elle de choisir la personne qui va le mieux s'intégrer à l'équipe, à l'entreprise, qui va convenir, ressembler le plus possible aux besoins de l'entreprise. Et on va voir dans la deuxième vidéo justement comment est-ce qu'on peut choisir une personne en fonction de différents critères pour essayer de faire en sorte qu'elle s'adapte le mieux possible. Parce que je viens de décider qu'on va faire 3 vidéos parce que je me rends compte que ça fait déjà 10 minutes et puis elle va être trop longue ici. Donc, à tout de suite!